Bonsoir, vous avez eu des enfants ou vous vous apprêtez à en avoir. Vous vous êtes posé ou vous vous poserez plein de questions sur la manière de les faire grandir. Doit-on les laisser sucer leur pouce ou manger le sable du bac à sable? C'est à ces questions et à d'autres que nous allons répondre ce soir. En fin d'émission, bien sûr, une nouvelle question qui vous permettra de gagner, si vous jouez avec nous, la somme de 3 000 €. Mais pour commencer, le sommaire. Téter, c'est instinctif. Les bébés sucent déjà leur pouce dans le ventre de leur maman. Aujourd'hui, les tétines sont un moyen facile pour calmer les tout-petits. Leur mauvaise réputation est-elle justifiée? Et que faut-il choisir entre pouce et doudou? Attention, le sommeil des petits, c'est sacré. D'après vous, ce bébé dort-il? E = M6 va vous révéler tous les secrets du sommeil des nouveau-nés. Et pour les plus grands, dormir, c'est toujours aussi important. Les enfants, vous allez enfin comprendre à quoi ça sert de dormir. Du gros nounours au simple bout de tissu, savez-vous pourquoi notre petit le choisit vers 8-9 mois pour ne plus le quitter? Et puis surprise, nous avons analysé le contenu d'un doudou qui a bien vécu. Dans quelques minutes, vous allez tout savoir sur le doudou. L'hygiène, c'est l'obsession des jeunes parents. Mais faut-il vraiment tout stériliser? Et savez-vous qu'il y a de bonnes et de mauvaises bactéries? Nous sommes allés enquêter au cœur du jardin d'enfants, histoire de savoir qui habite vraiment dans le bac à sable de nos tout-petits. Et vous allez voir, c'est étonnant. Même dans le ventre de sa maman, un bébé suce son pouce et quand il naît, son envie de téter est irrépressible. Voilà pourquoi il adore son pouce, sa tétine et bien sûr son biberon. Mais à quel âge doit-on leur dire d'arrêter? L'usage du pouce ne risque-t-il pas notamment de déformer leur palais et leur mâchoire? Reportage de Mario Morelli. Sucer son pouce ou sa tétine, un besoin naturel qui apaise les enfants. Mais y a-t-il des risques si cette habitude se prolonge? Et que vaut-il mieux choisir entre pouce et tétine? C'est l'heure de la sieste pour Adrien, 6 mois. Pour sa maman, la tétine est un allié bien utile. La tétine les calme beaucoup. Ils ont un besoin naturel de sucer et ils dorment très tranquillement. Et pourtant, la tétine pour beaucoup a mauvaise réputation. Faut-il restreindre son usage? Pour en savoir plus, nous avons demandé son point de vue au docteur Abissira, le pédiatre d'Adrien. Et là, surprise, la vie du corps médical a bien évolué. Il y a quelques années, c'était condamné, maintenant ça ne l'est plus du tout et c'est même souvent de plus en plus recommandé, voyez. Et ça c'est connu dans les services de néonatologie et chez les enfants, dans les services où on soigne les tout petits. Si vous voulez, ça a un caractère antidouleur, ça a un caractère apaisant, certain, ça c'est je pense que c'est vraiment l'avantage principal de la tétine. Partant de là, je pense qu'on ne peut pas interdire l'usage de la tétine. Car le besoin de succion est un réflexe naturel, présent chez tous les bébés, et ce depuis le 4e mois de vie intra-utérine. Sur cette échographie en 3 dimensions, on voit bien le bébé qui suce son pouce. Gustave a 18 mois, et lui, il adore sucer son pouce. C'est cette habitude, si elle se prolonge, qui n'est pas sans risque pour sa dentition. Et c'est pour prévenir ces effets néfastes qu'il a rendez-vous chez le docteur Andersen, dentiste pédiatrique. Voilà, regarde, c'est un petit canal. Il n'y a pas beaucoup de dents encore, hein. Il a juste les 2 incisives en haut, 2 incisives en bas. Alors Gustave ayant un besoin de succion, entre le pouce ou la tétine, quelle solution est préférable? Le problème avec le pouce, c'est qu'on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le couper. Et ça, le problème avec le pouce, c'est que le pouce va pousser sur le palais, va pousser sur les dents devant. Le risque à long terme, le voici. Le pouce va appuyer sur les incisives qui vont se déplacer vers l'avant. Il va freiner la croissance de la mâchoire inférieure et sous sa pression, même le palais va se creuser et se déformer. Il aurait fallu qu'on lui propose une tétine plutôt que de le laisser sucer son pouce. Et vous pouvez toujours le faire. Essayez de substituer le pouce avec la tétine. Essayez de lui introduire la tétine si vous arrivez. Bien évidemment, le plus tôt que vous le faites, plus facile ça sera. Ouais. Maintenant, il a pris... Oui, c'est la totote. Et il va falloir que tu la prennes. Voilà. Ouais. Voilà. Oui, c'est très bon, hein. C'est très bon. Mais attention, même si les méfaits sont atténués, un usage prolongé de la tétine peut lui aussi provoquer des malformations. Il faut donc l'utiliser le moins souvent possible. Et dans les 2 cas, sachez qu'il est fortement recommandé d'arrêter la tétine comme le pouce entre 3 et 4 ans. Clovis a 3 ans et demi, il est temps pour lui d'arrêter. Clovis, pour jouer, tu me donnes ta tétine, loulou? Hein? Oh! Et voici une première astuce pour aider votre enfant à s'en séparer. Expliquez-lui bien la raison de cet abandon. La tétine, c'est pour les petits.
Deuxième astuce, s'il suce son pouce, expliquez que le pouce est malade d'être trop sucé et le traiter en conséquence. Dernière astuce, Clovis a pris une décision courageuse, mais qui risque de payer. Il va envoyer ses tétines au Père Noël. Alors Chloé, ça y est? Oui. T'es prêt à envoyer ta tétine au Père Noël? Oui, un grand voyage? Voilà. Voilà. Et on lui dit quoi, la tétine? Au revoir. Adieu. Et voilà, au revoir les tétines. Mais bonjour les cadeaux à Noël prochain. La première angoisse des parents, c'est que bébé fasse sa nuit. Et vous allez voir que beaucoup font des erreurs. Comment bien faire dormir ses enfants dès qu'ils sont tout petits et bien sûr quand ils grandissent. Reportage d'Héloïse Millet. À la naissance, un enfant dort, dort et dort encore. Un sommeil indispensable à son développement et qu'il est impératif de respecter pour veiller à son bien-être. Mais pour les parents, c'est souvent bien compliqué. Le dodo des bébés, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Nous allons vous expliquer comment ça marche. Voici Adèle, née il y a 18 heures à peine. Sa maman se pose déjà beaucoup de questions. On est en train de découvrir un petit peu son rythme de sommeil. On n'y connaît pas grand-chose, à vrai dire rien du tout, donc on est un petit peu surpris. Quand est-ce qu'elle va faire ses nuits? Quand est-ce qu'on doit la réveiller? Est-ce que là elle est bien? Est-ce qu'elle est dans un sommeil profond? Pas de panique, voici le docteur Franco, spécialiste du sommeil des enfants à l'hôpital Mère-Enfant de Lyon. Donc un enfant de cet âge-là, ça dort 17 heures sur 24. Donc vous êtes déjà tranquille, il dort beaucoup. Et puis il fait des cycles de sommeil qui commencent toujours par du sommeil agité. Et puis il passe en sommeil calme. Le sommeil agité, c'est le sommeil le plus important, en tout cas pour le petit. Mais à quoi reconnaît-on ce sommeil agité? On voit des petits sursauts, des petits mouvements des extrémités, puis des mimiques, des suctions, des sourires. Vous voyez les yeux bouger en dessous des paupières. Et tout ça fait quelque chose qui est assez actif. Démonstration avec Khalil, 3 jours en plein sommeil agité. Le sommeil agité, c'est comme le sommeil paradoxal chez l'adulte, le sommeil des rêves. Chez le bébé, c'est le moment où il assimile tout ce qui se passe dans la journée. Boire, manger, bouger, les apprentissages sont nombreux. Le sommeil agité est donc essentiel pour son développement. Et contrairement aux apparences, Khalil dort donc profondément. Pour en avoir la preuve, direction le service du docteur Franco, où l'on pratique des enregistrements du sommeil. On pose des capteurs sur Khalil au niveau de son thorax, son menton, ses yeux et son crâne. Rassurez-vous, c'est totalement indolore. Le tout est relié à cette machine, un polysomnographe, pour enregistrer tout ce qui se passe pendant que Khalil dort. Pas de bruit. Allons étudier ça de plus près. Khalil semble éveillé, mais les capteurs disent le contraire. Ça, c'est la courbe de son tonus musculaire. Et regardez, elle est quasiment plate. Si Khalil était dans une phase d'éveil, elle ressemblerait plutôt à ça. Voilà donc la preuve qu'il dort vraiment. Mais alors, comment faire à la maison sans tous ces appareils pour savoir si votre bébé dort vraiment? Quand il s'agite, patientez 10 minutes. C'est le temps qu'il lui faut pour repasser dans un nouveau cycle de sommeil. Si après 10 minutes, il continue à bouger, c'est qu'il est vraiment réveillé. Tenez bien compte de ce conseil, car perturber le sommeil des petits n'est pas bon pour eux. On fragmente son sommeil et puis on prend des mauvaises habitudes. Et donc il va se réveiller de plus en plus et puis on va vers l'insomnie du petit. Alors, parents, retenez-vous de prendre vos enfants dans vos bras au mauvais moment. Ce genre de petites erreurs provoque des troubles du sommeil chez un tiers des enfants de moins de 5 ans. Et vous allez voir qu'en grandissant, bien faire dormir les enfants, c'est toujours aussi important. Nous sommes au Tennis Études de Saint-Maur et voici une équipe de futurs champions. Moyenne d'âge 10 ans. Lui, c'est Simon et il n'a pas l'air bien réveillé. À cet âge-là, un bon sommeil sert à se renforcer aussi bien physiquement que mentalement. Et quand on veut être un champion comme Simon, ça aide à être plus performant. Qu'est-ce qui t'arrive là? T'es cassé ou quoi? Hier, je me suis couché tard. Aujourd'hui, je me suis réveillée tôt. Et donc, je rate toutes les balles. Je suis trop fatiguée là. Ok, mais qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'il fallait que je me couche tôt parce que les compétitions, ils allaient commencer. Si son entraîneur s'inquiète autant, c'est que le sommeil fait partie intégrante de l'entraînement. Ça va énormément jouer sur leur faculté de récupération, sur leur disponibilité mentale et physique. Et quand ils n'ont pas dormi, les signes ne trompent pas. Quand ils ont une démarche nonchalante, déjà c'est un signe de fatigue, avec les épaules qui rentrent un petit peu, la tête un petit peu baissée. Et ils s'énervent plus vite, ils commencent à être plus vite frustrés, exaspérés, puis ils perdent leur concentration.
Simon va devoir bien dormir cette nuit. Mais avant d'aller au lit, voici quelques conseils pour favoriser la qualité de son sommeil. À bannir les repas trop copieux. On préfère les plats légers pour faciliter la digestion. Après le repas, on évite les activités stimulantes comme les jeux vidéo. L'idéal avant de se coucher, c'est une activité calme. Allez Simon, un peu de lecture et attention à ne pas veiller trop tard. Le sommeil des petits, comment ça marche? Il faut environ 20 minutes à votre enfant pour s'endormir. Commence alors la phase de sommeil léger. À ce moment-là, il dort mais continue à percevoir tout ce qui se passe à l'extérieur, comme les odeurs ou les sons. Puis, une fois que tous les muscles sont bien relâchés, il entre en phase de sommeil profond. Très important pour le métabolisme car il sert à grandir. C'est pendant le sommeil profond que l'hormone de croissance est sécrétée. Il est donc important pour Simon de bien démarrer sa nuit. Chez les enfants qui ont un sommeil de mauvaise qualité, on voit apparaître donc une sécrétion d'hormones de croissance moindre et donc une croissance qui est moins bonne. Vient ensuite le sommeil paradoxal. C'est le moment du rêve. Et là aussi, il s'en passe des choses. Ça lui servira à mémoriser ses leçons et à apprendre à l'école. Les conséquences d'un mauvais sommeil paradoxal sont des difficultés de mémorisation, d'apprentissage, des difficultés aussi d'attention, de concentration à l'école. Au cours d'une nuit, les cycles se succèdent autant de fois que l'organisme en a besoin. Dès le plus jeune âge, dormir n'est donc pas une perte de temps. Les études ont montré qu'un enfant qui dort mal aura plus de risques de devenir un adulte insomniaque. Voilà, maintenant que vous savez tout, bonne nuit les petits! Sans leur doudou, nos enfants sont souvent perdus. Pourquoi attachent-ils autant d'importance à ces fameux doudous? Et pour les parents, comment en prendre soin avant d'essayer progressivement d'en détacher les enfants? Reportage de Sophie Attard. Les doudous, les enfants en raffolent. Il en existe de toutes les couleurs, des gros, des petits. Depuis les nounours jusqu'aux bêtes morceaux de tissu. Bref, il y en a pour tous les goûts. Environ un enfant sur deux en France possède un doudou et c'est souvent son meilleur ami. Pourquoi les enfants s'attachent-ils à ces objets? Pour le savoir, nous avons demandé à Doudou de mener l'enquête. Direction la maison de Baptiste. Baptiste a 5 ans, son doudou, il l'a depuis longtemps. Je l'ai eu à l'âge de 6 mois. Je ne le quitte plus, je l'emmène partout. Baptiste regarde la télé avec son doudou. L'emmène dehors et va même jusqu'à manger avec lui. Bref, Baptiste et Doudou sont inséparables. Le doudou fait complètement partie de notre vie et de la famille, c'est quasiment le 3e enfant de la famille. Ouais. À partir du moment où Doudou Rouge est arrivé, j'ai l'impression que ça l'a beaucoup aidé, surtout dans les phases d'endormissement. Quand il avait aussi, quand il avait un gros chagrin, quand il tombait par terre, quand il se faisait mal, tout de suite, il prenait Doudou Rouge et ça le calmait en fait. Ça le calmait même mieux que moi de temps en temps, donc voilà. Pourquoi les enfants sont-ils autant attachés à leur doudou? Pour le savoir, Inspecteur Doudou s'est rendu chez l'ami des enfants, un pédopsychiatre. Le doudou. Le doudou, c'est un objet transitionnel, donc c'est ce qui aide l'enfant finalement à quitter les parents avec sécurité. Un objet transitionnel, comme son nom l'indique, aide à la transition entre le moment où l'enfant est en permanence avec sa mère ou son père et celui où il devient totalement autonome et accepte sa solitude. La présence du doudou a tendance à diminuer sa fréquence cardiaque, à baisser sa tension artérielle. C'est un véritable effet apaisant. Mais une fois que votre petit a adopté son doudou, jusqu'à quel âge peut-il le garder? Ça devient entre guillemets particulier, voire pas normal, à partir de 6 ans. En général, au-delà, on n'en a plus besoin. Et c'est vrai qu'un enfant qui a plus de 6 ans et qui commence à vouloir amener son doudou partout où il va, je crois qu'il faut l'inviter à discuter avec lui pour lui apprendre à s'autonomiser et surtout à se rassurer d'une autre manière qu'avec l'objet doudou. D'autant que le doudou, c'est mignon, c'est doux, mais ça traîne partout. Pour savoir ce que cache un doudou comme bactérie, E = M6 a emprunté celui de Baptiste. Et ce n'était pas gagné. Tu nous le prêtes? Ah, t'as pas envie, hein? Tu veux pas nous prêter? Allez. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, direction le laboratoire de bactériologie. Merci. Nous avons pris des empreintes du doudou. Quel va être le résultat? Laissons 24 heures aux bactéries pour se développer.
Et voilà ce que le doudou cache. Des bactéries provenant de la peau, de la salive, de l'environnement et un peu plus sale, d'excréments. Il n'y a pas de bactéries pathogènes, c'est-à-dire que ce n'est pas dangereux. Ce qu'il faut remarquer simplement, c'est qu'il y a beaucoup de bactéries. Donc ce qui tend à penser qu'il faut nettoyer son doudou régulièrement. Les bactéries ne sont pas forcément dangereuses, mais par précaution, lavez le doudou de vos enfants à 40 degrés à peu près tous les 10 jours. Et voilà, on t'a ramené ton doudou. Merci Baptiste. D'autres conseils pour mieux faire grandir vos enfants dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. L'hygiène, la grande inquiétude de tous les parents. Après la pub, vous allez enfin savoir s'il faut vraiment tout stériliser. E=M6 est allé enquêter au cœur des bacs à sable et vous allez voir, c'est étonnant. E=M6, comment mieux faire grandir vos enfants, deuxième partie. Tous les parents veulent protéger leurs enfants des microbes et pour cela, beaucoup stérilisent tout ce qu'ils peuvent toucher. Et s'ils le pouvaient, ils stériliseraient même le bac à sable dans lequel leurs enfants jouent. Est-ce vraiment utile? Faut-il mettre ses enfants sous cloche? Reportage d'Evancia Lachaud. Invisibles à l'œil nu, les microbes font partie de notre environnement. À chaque instant, votre enfant peut en ingérer plusieurs milliers. Ces micro-organismes raffolent des biberons mal nettoyés. Mais ce qu'ils préfèrent par-dessus tout, c'est le bac à sable du jardin d'enfants. Les microbes, ça fait un peu peur, c'est vrai, mais sont-ils vraiment nocifs? Midi, l'heure du repas de bébé. Sacha a faim, très faim. Et là, pas question de la faire attendre. Ah, ça va mieux. Les premiers mois de sa vie, bébé consomme entre 42 et 49 biberons par semaine. C'est énorme, surtout quand il s'agit de les nettoyer. Adeline stérilise pourtant consciencieusement chacun des biberons de Sacha. Mais s'agit-il de la méthode de nettoyage la plus efficace? Pour le savoir, nous avons tenté une petite expérience. Nous avons pris 3 biberons sales. Le premier, nous l'avons lavé avec de l'eau claire. Le deuxième, avec de l'eau savonneuse. Et le dernier, avec une pastille de stérilisation à froid. Et voici le résultat. Les petites taches claires, ce sont des bactéries. Avec la stérilisation à froid, l'ensemble des bactéries a été éliminé. Il en reste quelques-unes après le nettoyage à l'eau savonneuse. En revanche, c'est l'invasion après le lavage à l'eau claire. Conclusion, la stérilisation est bien la méthode la plus efficace contre les bactéries. Pourtant, incroyable, en France, les autorités sanitaires déconseillent cette méthode. Pour y voir plus clair, nous avons demandé des explications au pédiatre Marc Belaïch. 0 germe, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour le bébé. En mangeant quelque chose qui n'est pas complètement stérile, on va faire réagir et interagir le système immunitaire du corps. Il y a de plus en plus d'allergies actuellement parce que, justement, il n'y a plus assez de stimulation du côté infectieux. Dans une certaine mesure, manger quelques bactéries permet d'entraîner nos défenses immunitaires. Ces défenses se renforcent, ce qui protège l'organisme et peut même éviter l'apparition d'allergies. Il n'y a donc aucune raison d'avoir peur des bactéries, à condition de respecter certaines règles d'hygiène. Il n'y a aucune raison qu'il y ait de mauvaises bactéries si l'hygiène corporelle est respecté, c'est-à-dire si on se lave bien les mains et si le biberon est bien lavé. Autre recommandation importante, ne laissez pas traîner un biberon usagé. Les bactéries se multiplient très vite dans le lait qui stagne à température ambiante. Enfin, pour les mamans qui malgré tout voudraient continuer à tout stériliser, sachez qu'à partir de 4 mois, c'est totalement inutile. Car dès que bébé mange autre chose que du lait, son alimentation n'est plus stérile. Sans compter que c'est l'âge où il met tout ce qu'il trouve à la bouche. 16h, l'heure du jardin d'enfants. En apparence, rien à signaler. Comme tous les jours, à la même heure, la petite Ninon déguste son biscuit au sable, Faustine fait des pâtés, Gaspard du rodéo et Nitani du toboggan. Les enfants s'amusent comme des petits fous, mais vous allez voir qu'ils ne sont pas les seuls. Ici aussi, les microbes s'en donnent à cœur joie. Ce qu'ils préfèrent, c'est le sable et ça tombe bien. Les enfants en ont plein les mains. Pour découvrir quels sont ces micro-organismes, nous avons demandé à l'Institut Pasteur de prélever des échantillons de sable. Direction les laboratoires pour une analyse approfondie. C'est Franck Paulin qui s'en charge. Dans le sable, 2 types de contamination. Une contamination tout à fait naturelle et une contamination qu'on voudrait éviter, qui est une contamination d'origine fécale, contamination des animaux notamment.
La contamination naturelle, ce sont des bactéries que l'on retrouve dans notre flore intestinale. La contamination fécale, en revanche, est nocive pour la santé. Ce sont des bactéries ou des parasites comme celui-ci. Vous pouvez regarder une forme vivante, donc avec un parasite, une larve de parasite qui est en train de se développer. Ces micro-organismes peuvent avoir des manifestations très différentes. Ça peut être des problèmes digestifs, donc des diarrhées par exemple, ou pour certains parasites, des atteintes par exemple de l'œil. Mais soyez sans crainte, le contenu des bacs à sable est contrôlé régulièrement par les services d'hygiène. Dans tous les cas, il existe une méthode toute simple pour les éliminer vous-même. Alors pour les mères de famille et notamment pour leurs enfants, il faut bien sûr qu'ils se lavent les mains tout simplement, alors à l'eau claire, mais c'est pas toujours possible dans un jardin. Mais aujourd'hui on a ces petites solutions de poche qui nous permettent de nous désinfecter les mains très facilement. Bon, en conclusion, faut-il empêcher les tout petits de jouer au bac à sable ? Très concrètement, il faut emmener les enfants au parc pour qu'ils prennent l'air, et ça c'est quand même le principal. Et ensuite, ça participe au quotidien à l'entretien de leur défense immunitaire. Il faut rappeler que les germes que l'on pose, les bactéries que l'on a en nous, sont notre première défense aux infections. Bon, les parents, plus de raison d'avoir peur des microbes. Ils peuvent même rendre vos enfants plus forts. Et pour finir, bien sûr, la question qui vous permettra peut-être de remporter, si vous jouez avec nous, la somme de 3 000 €. Écoutez bien. Les enfants grandissent surtout 1. Pendant la journée, ou alors 2. Pendant la nuit. Pour jouer par téléphone, vous appelez le 36 26 ou bien par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 71 600. Le règlement et les modalités de remboursement sont disponibles sur m6.fr. Bonne chance! La semaine prochaine, toutes les nouvelles techniques pour construire ou rendre sa maison plus respectueuse de l'environnement et plus économique sans renoncer à son confort. Très bonne soirée sur M6, à dimanche prochain, au revoir.